Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo qui est en fin de compte une seconde vidéo, mais plus synthétisée sur un sujet que j'avais déjà traité, le sujet de la noblesse et de la naissance des oligarchies. Alors ce qui est intéressant pour comprendre justement la naissance de la noblesse, des rois, des dirigeants, des oligarchies, il est intéressant de revenir pour comprendre ces fonctionnements dans les sociétés humaines, qui sont en fin de compte des fonctionnements organiques, de revenir au début de la civilisation. Alors l'humanité est très vieille, comme je dis toujours, l'humanité réelle débute avec la capacité pour les hommes de pouvoir parler avec des notions de temps qui sont données par l'acquisition de la bipédie, le passage en savane, qui permettent à ce moment-là d'indiquer par le pointage l'endroit où l'on va, l'endroit où l'on vient, et d'avoir par là, en mettant des sons sur des gestes, des notions de temps dans le langage, permettant ainsi d'élaborer des conduites en groupe pour organiser l'avenir. Mais quand on va parler de noblesse, alors ça c'est l'humanité historique, capable de parler, de raconter une histoire, mais quand on arrive à la noblesse, c'est-à-dire à le fonctionnement des oligarchies, alors il y a tout le temps des chefs dans les groupes humains, mais en général, ce sont des chefs qui sont, qui, qui sont choisis par le groupe, puisque ce sont dans les sociétés chasseurs-cueilleurs, ce sont de petits groupes humains qui vivent sur de grands territoires. On n'exploite pas encore le territoire en faisant des cultures, donc en faisant une gestion justement des végétaux et en élevant les animaux. Non, on se contente de prendre, de prélever directement dans la nature sans réguler justement les plantations et les élevages, donc, et la reproduction des animaux. Donc, l'humanité, on va dire, les oligarchies et la noblesse apparaissent à un moment donné, c'est-à-dire avec l'apparition, ou un peu après, l'apparition de la période néolithique, c'est-à-dire le fait que les hommes commencent progressivement à planter et à gérer justement la pousse et le plantage. Ils sèment les végétaux, ils les stockent ensuite, ils stockent les graines pour pouvoir à ce moment-là en planter encore plus à la bonne saison et avoir encore plus d'énergie. Et par là, ils pratiquent aussi l'élevage, l'élevage qui leur permet justement de gérer un cheptel d'animaux pour avoir de la viande, du lait et de la laine par exemple, et des peaux, donc tout un ensemble qui leur permettra de survivre. Alors à partir du moment où il y a gestion du territoire de cette façon, accumulation des animaux, accumulation des graines, de l'énergie pour passer la mauvaise saison, il y a donc accumulation d'énergie et ça va générer la convoitise de certains groupes. Alors le fait en plus d'être éleveur et d'être agriculteur, alors c'est surtout agriculteur, va fixer les hommes sur un territoire plus réduit, puisqu'ils ne vont pas être obligés de suivre les animaux, et ils vont être donc sur un territoire plus réduit qu'ils vont exploiter au maximum et qu'ils vont faire monter justement en production calorique, énergétique pour pouvoir survivre. Donc à partir du moment où ils sont sur ce territoire, ils vont l'exploiter au maximum, ils vont générer des stocks. Alors, bien sûr, la capacité de générer des stocks va avec des progrès technologiques, ça ne leur est pas tombé dans la tête comme ça, c'est parce que simplement à partir du moment où il y a eu la poterie, la capacité de faire des réserves de blé par exemple, et de les mettre dans des jarres, ou de les mettre dans des maisons surélevées pour éviter justement que les graines pourrissent. Donc à partir du moment où il y a des progrès technologiques, il y a accumulation d'énergie par le stock de graines, il y a sédentarisation, mais il y a aussi convoitise de certains groupes humains qui vont trouver plus facile de récupérer de l'énergie en
allant le voler, en allant agresser les groupes qui ont accumulé de l'énergie, plutôt qu'en en produisant eux-mêmes, hein, en étant agriculteurs ou en étant éleveurs. Donc il commence à ce moment-là à y avoir des troupes de pillards, des groupes de pillards qui vivent en parasites sur les producteurs. Alors le problème, c'est que les producteurs vont s'organiser, ce qui est normal. Le producteur va s'organiser pour défendre son territoire et le travail et l'énergie qu'il a fourni, hein, pour pas que ça soit perdu. Donc il va commencer à s'armer, il est déjà armé, mais à s'organiser, à faire des protections, des barricades, hein, des murs en bois, des murs en terre pour se protéger, et il va commencer à se battre et à combattre contre les pilleurs. Le problème est toujours un problème énergétique. Le temps que vous passez à faire des barricades, à protéger votre bien, à vous armer et à vous battre, c'est du temps qui n'est pas utilisé à la production. Donc, vous devenez moins productif et vous ne vous enrichissez plus, vous ne pouvez pas stocker autant d'énergie. Donc, ça va poser un problème, hein, problème pour les producteurs, mais aussi problème pour les pilleurs qui ont un boulot de plus en plus dur parce que voler, agresser est un métier qu'on apprend de père en fils, c'est une éducation. Hein. Pour être un voleur, il faut 10 ans, on dit 20 ans pour être un bon voleur, pour être un bon guerrier, pour être un pilleur, comme il faut 20 ans ou 15 ans ou 10 ans pour être un bon agriculteur et un bon producteur. Donc il y a confrontation entre les pilleurs et les producteurs qui se battent, hein, entre groupes de pilleurs qui viennent agresser les producteurs et les producteurs qui défendent leur territoire. Ça pose de graves problèmes jusqu'au moment où un pilleur a l'idée, avec son groupe, d'aller voir les producteurs qu'il pille. Alors c'est schématique, mais c'est la réalité, pour leur dire, écoutez, on vous propose quelque chose, nous défendons votre territoire des autres pilleurs, parce qu'il y a plusieurs groupes bien sûr, et de nous-mêmes, et en échange, vous nous nourrissez et vous nous abritez. Donc, c'est efficace, tout le monde y trouve son compte, les anciens pilleurs aguerris au vol et à l'agression peuvent très bien, facilement défendre leurs producteurs qui, eux, les nourrissent et perdent plus de temps maintenant à la défense du territoire. Hein. Donc, à ce moment-là, comme ils connaissent la psychologie des voleurs et des agresseurs, ils savent très bien comment les combattre, où ils peuvent aller, et bien nourris, ils sont plus efficaces au combat que les autres pilleurs et les autres agresseurs. Donc, à ce moment-là, progressivement, ils éliminent tous les bandits, tous les pilleurs, tous les agresseurs, tous ces parasites, ces groupes d'hommes qui viennent se nourrir sur le dos des producteurs en les pillant, et justement ces producteurs, ces voleurs, se reconvertissent tout simplement en défenseurs des producteurs. Et ils font un tellement bon travail qu'il y a bientôt plus beaucoup de voleurs et de pilleurs. Alors, évidemment, cela se passe sur plusieurs générations. On ne fait pas une épuration d'un territoire des voleurs d'un jour à l'autre. Hein. Et quand les gardiens, quand les pilleurs reconvertis en protecteurs font des enfants, se reproduisent dans la communauté, puisqu'ils forment maintenant une communauté, il y a les producteurs et les protecteurs, hein. Quand ils font des enfants, des fois, ces enfants n'ont pas cette spécificité, cette culture de la production. Ils ne vont pas devenir s'improviser producteurs, agriculteurs, éleveurs. Alors qu'est-ce qui se passe? En général, ils se reconvertissent dans le clergé et on les retrouve souvent chez les prêtres, chez les religieux, hein, puisqu'il y a bien sûr dans ces sociétés humaines une unification par la religion. Toutes les sociétés humaines ont leurs croyances. Leur croyance, c'est le rite qui unifie les hommes, et les hommes s'unifient
derrière des croyances et des rites. Et comme les guerriers, justement, ont plus de temps libre, puisqu'il y a de moins en moins de voleurs, eux-mêmes étaient voleurs, mais ils les ont chassés, ils ont du temps libre pour se poser des questions existentielles, et ils sont à ce moment-là enclins, justement, à rentrer plus facilement dans les ordres pour pouvoir participer à la vie rituelle et la vie religieuse de la communauté qui est à ce moment-là formée par les producteurs, le clergé, les prêtres et les guerriers protecteurs qui, eux, tout chacun se reproduisaient entre eux, mais on voit un passage fréquent des guerriers dans les prêtres. Pourquoi? Parce que ils ont une incapacité à devenir producteurs qui demandent toute une éducation, et en plus c'est beaucoup plus dur. Et comme ils ont du temps libre, ils ont plus de temps à penser au rite, à penser au sens de la vie, et à aller instinctivement vers la prêtrise et vers le clergé. Alors chaque groupe avait ses religions, ça se passe comme ça dans toutes les parties du monde, c'est un phénomène organique sur la structuration des sociétés. Mais il arrive un jour où les producteurs qui nourrissent cette bande de guerriers commencent à se poser la question en se disant « mais nous nourrissons ces gens-là qui n'ont plus de fonction, puisque ces gens-là ont si bien travaillé, qu'ils ont évacué tous les pilleurs et tous les bandits de la région. » À ce moment-là, il y a remise en cause de la fonction des guerriers protecteurs par le peuple des producteurs majoritaires, bien sûr, qui commence à dire on en a marre de nourrir des parasites qui n'ont plus aucune fonction, bien sûr. Donc, c'est là qu'apparaît réellement la noblesse par un subterfuge qui se fait bien sûr d'une façon inconsciente. Les guerriers ne pouvant plus justifier leur rôle de protecteur, puisqu'ils n'ont plus à protéger le groupe, ils ne se font que alimenter par le groupe des producteurs, vont trouver le subterfuge de faire passer le fait d'être nourris gratuitement comme des parasites et sans avoir de fonction par la volonté divine ou la volonté des dieux, des esprits, par, en fin de compte, les prêtres qui sont génétiquement de leur milieu, puisqu'on voit bien que pas la noblesse, mais les guerriers passent souvent chez les prêtres, puisqu'ils ont du temps libre, et comme ils ont des liens familiaux, des liens d'entraide génétique, des liens familiaux entre prêtres et guerriers, ils vont s'appuyer sur le clergé pour justifier tout simplement le fait de continuer à être nourri par les producteurs sans avoir à fournir de protection. Et c'est là qu'apparaît la noblesse de sang, car les prêtres, le clergé, va dire au peuple, ils sont la noblesse, ils sont, il n'y a pas de terme noblesse au début, mais ils sont à nourrir, car ils nous protègent bien. Mais il n'y a plus d'ennemis, donc ils vont vous gérer, et c'est eux qui vont faire les lois non religieuses, c'est eux qui vont diriger leur cheptel de producteurs et d'esclaves, entre guillemets, par la volonté divine et des dieux. Et donc les guerriers vont s'appuyer sur le clergé, avec qui ils ont des acquaintances génétiques, puisqu'ils ont les mêmes origines, puisque les guerriers passent souvent dans le clergé, donc ils vont s'appuyer sur le clergé pour faire gober aux producteurs qui passent leur temps à travailler, donc qui n'ont pas le temps de réfléchir beaucoup, que les guerriers vont continuer à se faire nourrir, même sans travailler, même s'il n'y a plus de guerre, par la volonté divine. Et c'est ainsi que les noblesses de sang apparaissent, justifiées par le clergé et par Dieu. Je suis noble car Dieu l'a voulu, façon simple de se maintenir au pouvoir sans avoir de fonction réelle en s'appuyant sur le clergé qui va imposer cette noblesse par la volonté divine au peuple.
des esclaves producteurs. Donc vous voyez comment, progressivement, et c'est organique, arrive cette caste noble dans les sociétés humaines. Il y a des nobles sur toute la Terre. C'est organique, c'est une fonction qui s'est générée par protection et après absence de combat, donc justification divine, quand on ne peut pas se justifier par nos actions. Alors, je fais cette vidéo qui est courte pour simplement dire aux petits noblions qui me cassent les couilles souvent, on dit moi je suis noble, moi j'ai des origines nobles, et je leur dis quand même que la noblesse est une fonction héritée, c'est-à-dire que l'on hérite de la fonction de gestion et de protection de ses parents. Mais si tu te dis noble, sans avoir de fonction, c'est-à-dire sans protéger le peuple des producteurs et sans gérer le peuple, tu n'es pas noble, car la noblesse est une fonction héritée et non un titre qu'on promène comme ça. C'est comme si je disais je suis boucher car mon père est boucher, mais je n'ai jamais touché un couteau et je n'ai jamais dépecé un animal et je n'ai d'ailleurs pas de boucherie. Vous comprenez un peu la stupidité. Donc les nobles actuels que nous avons en France sont en vérité des gens qui ne sont nobles que par le nom. Donc c'est du folklore. Ils ne sont rien d'autre que des gens qui s'accrochent à une particule ou à un héritage, mais qui ne font que vivre sur leur héritage quand ils en ont encore, et qu'ils ne sont pas plus nobles que je le suis, la noblesse étant une fonction et non un titre, même si cette fonction est héritée de naissance. Voilà, petite vidéo pour vous faire comprendre comment le monde s'organise, comment les sociétés humaines évoluent, et que la noblesse est quelque chose qui arrive obligatoirement dans les sociétés humaines quand les guerriers protecteurs n'ont plus de travail. Donc ils deviennent nobles par la volonté divine pour justifier leur inaction. Voilà, c'était Frédéric Delavier, paix sur terre. J'espère que ma vérité, qui est la vérité divine, éclairera votre esprit et vous rendra plus apte à affronter le monde en comprenant son fonctionnement. Salut à tous!